si on faisait un petit salut à tous, si on faisait un petit parcours, un petit bonjour là, des présents. Oh, je risque de tomber sur un bot, hein, vous m'excuserez d'avance. Hein, donc, bah, salut. Salut JB, JB. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Bah, évidemment, coucou Smarties. Hein, salut Ronan. Salut. Alors 01 et là, je sais pas si c'est un bot, mais ça sonne très bot comme truc. Bah, salut Energy. Salut Fixipple. Kata. Kun Twitch. Ça sonne bot aussi, ça. Et Mister Biggie. Donc, ça c'est. Voilà, c'est la cohorte d'introduction. C'est l'entrée en matière. Après, bon, après on va grossir les rangs. Hein. Mister Big. Ça sonne bot aussi, ça, bah oui. 19h. La petite intro juste entre nous. Aujourd'hui, le thème, bah, approche moderne, comme la semaine dernière, en vérité. On avait lu la troisième partie d'un dossier du magazine Les Créateurs de Monde, qui est un e-zine, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je le connais que sous format électronique. Donc, j'ai acheté le numéro 12, je crois, qui consacre un dossier de plusieurs pages au livre dont vous êtes le héros, et qui avait comme spécificité d'opter pour ce que moi j'ai appelé une approche moderne. C'est pas leur point de vue, c'est la mienne. Pourquoi? Parce que en fait, le dossier est écrit par deux personnes. D'ailleurs, on voit leur nom apparaître à l'écran si vous vous penchez un peu la tête. La Claudia Salag, il n'y a pas le nom complet. Vous ne le voyez pas en entier, mais moi, je pourrais. Ah voilà. Salajan, voilà. Claudia Salajan et Greg Bénicourt, qui sont en vérité deux personnes qui ont découvert les livres dont vous êtes le héros un peu plus tard que la génération, on va dire, que la génération des premiers temps. Hein. Donc, se décrivent eux-mêmes comme génération, génération jeux vidéo. Euh, et donc, ils voient ça avec leur point de vue, avec leur connaissance, et ils ont investigué sur l'histoire du sujet, sur la mécanique. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait lu la semaine dernière, c'était un article sur la mécanique. Et ils ont un peu livré leurs impressions aussi sur la découverte. Justement parce que je pense que c'est Claudia qui ne connaissait pas du tout les livres-jeux avant de se lancer dans ce dossier et qui avait écrit son journal d'expérience sur le sujet. Et c'est ça que je trouve intéressant, l'approche moderne, parce que voilà, c'est les livres dont vous êtes le héros vus par des personnes qui les ont découverts plus tard. Voilà. C'était pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Et la fois dernière, bah, on avait été un peu stupéfait, si j'ose dire, de la qualité médiocre de l'article, alors que, je vous avais dit, moi j'avais lu les deux premiers articles du dossier, que je trouvais cool. On a malheureusement lu le troisième. Ben voilà, il était vachement moins bien, donc on a eu pas mal de critiques à formuler. Cela dit, je vous propose aujourd'hui de choisir entre l'article sur l'histoire du livre-jeu et l'article sur le journal d'expérience. Voilà. Donc vous voyez le PDF qui défile sous vos yeux. Hein, je vais vous le mettre peut-être au niveau de la couverture. Hein, voilà. Les créateurs de monde, numéro 12, 4,50 €, format électronique. Voilà, dossier à la découverte des livres dont vous êtes le héros. Voilà. Et donc, nous avons un sommaire interactif, évolution du livre, jeu, journal d'expérience, voilà. Donc, ce sera à vous de me dire si nous allons à la page 22 ou à la page 30. Je vais lancer un petit sondage en direct, hein, un petit poll de son petit nom. Quid, est-ce que nous allons voir l'évolution du livre-jeu ou est-ce que nous allons voir mon journal d'expérience? Voilà. Non, dit Joe. Je sais plus écrire. Hop. Ah. Ok. Voilà. Je commence le sondage. Vous avez 2 minutes pour vous positionner. Vous avez tout votre temps. Voilà, enfin tout votre temps, 2 minutes quoi. Le sondage apparaît en haut du chat. Si vous ne le voyez pas, vous faites un refresh ou vous appuyez sur la touche F5. Je vous propose donc de choisir juste entre nous, entre un article sur l'évolution du livre-jeu. Donc en fait, on va refaire encore une fois l'histoire du livre-jeu, mais ici, je sais qu'il y a des petits éléments qui sont sympas, qui viennent en plus, qui font notamment allusion aux jeux vidéo.
Donc ça, je trouve ça assez sympa. Donc je pense qu'il y a matière à découvrir malgré le fait qu'on ait déjà assez bien brassé la question. Et vous avez le choix aussi avec mon journal d'expérience qui, là, va plutôt être, voilà, lorsque j'ai ouvert mon premier livre-jeu, voilà, c'est la découverte du premier livre-jeu. Après quelques pages consacrées à la description de l'univers, blablabla, j'ai commencé à éprouver une vraie frustration, etc. etc. Et ici, c'est la personne qui se décrit comme un gamer, enfin une gameuse en l'occurrence, donc habituée aux jeux vidéo, qui va découvrir certaines frustrations, certaines voilà, choses que on vit dans le livre-jeu, dans l'expérience ludique du livre-jeu, qu'on ne vit pas dans les jeux vidéo. Donc je trouvais que ça c'était super intéressant comme un point de vue à avoir. Voilà. Moi, si je devais voter, je pense que je voterais peut-être pour le journal d'expérience pour un peu changer. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, de toute façon c'est vous qui décidez. Oubliez pas de voter les gars, parce que si on termine encore sur une égalité, moi je coupe le stream et je rentre, je vais me coucher. Hein. Donc oubliez pas de voter quand même, parce que là c'est un peu maigrichon comme vote, ou si vous en avez rien à foutre du sujet, dites-le tout de suite, alors comme ça on passe directement à la séance de jeu de rôle. Quoi. En attendant, moi je vais m'ouvrir un Pims, sans alcool. Encore quelques secondes, hein, les gars. Ah bah, on se dirige vers l'évolution du livre-jeu. Bah, ouais, vous n'êtes pas chaud pour le genre d'expérience. Bon bah, ça pour une prochaine fois ou pas du tout. Hein. Bah, ce sera l'évolution du livre-jeu. Non! Ah merde, égalité, mais vous faites exprès, bande de couillons. Vous faites exprès? Bordel de merde. Qui a osé faire ça? Qui a voté en dernière minute mon journal d'expérience? Qui a fait ça? Énergie a voté l'évolution du livre-jeu. Eh bien, puisque moi j'ai voté pour mon journal d'expérience, je propose qu'on choisisse l'autre. Voilà, on va dire qu'on retire mon vote. Comme ça, on choisit évolution. T'as voté pour l'égalité? Mais l'égalité des genres. Mais voilà, moi je proposais simplement, puisque moi j'ai voté mon journal d'expérience, ben, comme j'ai envie de vous laisser le choix quand même, en priorité, je vais dire que c'est comme si on retirait mon vote. Et donc on va se faire l'évolution du livre-jeu. C'est un gros morceau, donc je vais essayer de pas trop me laisser aller aux commentaires comme l'autre fois, pour qu'on puisse en lire le plus possible. Mais n'hésitez pas de votre côté à faire des commentaires dans le chat, à poser des questions si vous en avez. Donc bah, si vous ne connaissez rien au livre dont vous êtes le héros, bah, c'est le moment justement, ça va être l'occasion pour vous d'en savoir plus. Si on repère une énormité, on ne manquera pas de la relever, vous avez l'habitude. Si on voit les trucs sympas, on le dira aussi. Voilà, alors on a une petite intro. À l'heure où le jeu vidéo règne en maître sur les habitudes de consommation ludique, les alternatives telles que le livre-jeu renvoient le non-initié à une époque où les livres dont vous êtes le héros étaient pour certains une porte d'entrée vers le jeu de rôle. Et un peu plus tard, le jeu vidéo. Là où un livre de fiction traditionnelle vous place dans la position passive, le livre-jeu transforme le lecteur en acteur, lui permettant de choisir et d'emprunter plusieurs chemins dans un univers. Pour ceux qui ont goûté à l'interactivité par le biais de tels ouvrages, les livres dont vous êtes le héros renvoient à une expérience nostalgique. Mais qu'en est-il pour la noob que je suis, qui découvre 40 ans après ces singuliers petits ouvrages? Voyons si la recette a bien traversé le temps et profitons-en pour jeter un œil sur les dernières publications, puisque le livre-jeu semble revenir à la mode. Oui, enfin, c'est vite dit revenir à la mode, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on peut dire que il a quand même retrouvé son public. Alors. Ah, JB, ça va? T'avais coupé le son? Bah oui, t'en fais pas. Bah, content de savoir que tu vas bien et content de t'avoir parmi nous. Alors, introduction. Donc voilà, ici on a choisi de lire un article, le premier article du dossier livre dont vous êtes le héros, du magazine Créateur de Monde. Et nous allons voir l'évolution du livre dont vous êtes le héros, vu par quelqu'un qui découvre le livre dont vous êtes le héros finalement, voilà, qui le découvre. Et
et qui à la base est plutôt une habituée des jeux vidéo. Introduction. Je fais partie de la génération née avec une manette de jeu entre les mains. Je suis une gameuse et fière de l'être. Je suis aussi une lectrice assidue de science-fiction, fantasy et fantastique, et j'attends en général d'un médium qu'il m'emporte, même si l'interaction n'est pas à mon sens indispensable dans la littérature. Dans un roman, l'imagination est le moteur personnel qui permet à des mots de devenir des images dynamiques dans notre petite tête. Si vous ne connaissez pas le livre-jeu, nous reviendrons sur ce concept un peu plus loin. Pour l'instant, comprenez qu'il s'agit d'un livre dans lequel vous pouvez faire des choix et vous amuser. Dans de telles aventures non linéaires, vous êtes tel le joueur au sein d'un monde ouvert, vocabulaire de jeux vidéo, dont les choix, mais également le hasard, déterminent une issue, si bien qu'il est possible d'ouvrir plus d'une fois le même livre dans d'autres héros sans jamais vivre la même aventure. Or, en cette époque, où nous disposons de jeux vidéo de plus en plus perfectionnés et de formes hybrides comme le visual novel, donc ça c'est le roman vidéoludique ici, se plonger dans un livre dont vous êtes le héros est une entreprise surprenante. Quand on m'a proposé ce dossier, l'idée étant d'écrire un journal d'expérience tout en jouant à une sélection de plusieurs livres dans votre héros, j'ai été dubitatif. À vrai dire, j'avais vaguement entendu parler de ce genre de livre-jeu, mais je n'en avais jamais ouvert un. Il a toutefois insisté en m'invitant à utiliser mes connaissances en matière de jeux vidéo et de game design, arguant que cela pourrait offrir un parallèle intéressant et que réfléchir à une modernisation du support pourrait être le point de départ de projets intéressants. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Ça ne peut pas être aussi terrible que ça. Dans ce dossier, je vais donc vous livrer mon journal d'expérience. Donc là, on ne le lira pas spécifiquement, on lira l'évolution, tout en m'interrogeant sur le livre-jeu en général afin de jeter des pistes de réflexion sur le futur de ce support et entrevoir une éventuelle évolution dans sa pratique à notre époque. Ok. Et salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, ici on a quelques couvertures, des classiques pour ceux qui connaissent. Le solitaire, Malheur de l'enfer et La sorcière des neiges, Château de Dracula. Alors, on est toujours dans l'intro, je pense. Pour cela, j'ai joué à plusieurs titres, dont les titres que je viens de vous montrer à l'écran. Je ne vais pas vous les relire. Donc voilà, un loup solitaire, deux défis fantastiques et un épouvante. Pourquoi ces choix? Eh bien, d'abord parce qu'ils appartiennent à 3 séries différentes, dont 2 qui sont unanimement reconnues comme les meilleures représentantes du concept. Et je dois avouer que les titres et les illustrations n'ont pas été étrangers à mes choix. Enfin, étant une grande amie des vampires, des horreurs Lovecraftiennes et de la dark fantasy, je me suis tourné avec d'autant plus d'entrain vers ces titres. Je vous propose de commencer par un rapide tour d'horizon de l'histoire de ces livres, des débuts jusqu'à l'actualité, m'interrogeant ainsi sur la comparaison entre l'époque des formats livresques et le numérique, puis sur les visual novels, qu'ils soient sur support mobile ou non. Voilà. Et après, donc voilà, on dit qu'on va se concentrer sur le game design et les mécaniques de jeu. Ça c'est la partie qu'on a lue la semaine dernière. Donc je ne vais pas vous le refaire. Une projection dans un avenir proche, ok. Bon. On a compris l'intro, c'est bon, on est au courant, on sait de quoi on parle. Évolution du livre-jeu et du jeu vidéo d'aventure. Alors, on commence par la préhistoire du livre-jeu. En 1891, Marie Corelli crée un court texte avec 2 possibilités de fin auxquelles on accède en ouvrant un carton. Est-ce qu'il y a un lien peut-être là-dessus? Ah oui, on dirait qu'il y a un lien. Ça mène sur Twitter. Je sais pas ce qui se passe si je clique dessus. Vous ne le voyez pas, moi je vois quelque chose. Effectivement. Je vais le mettre de côté. Et je vous le montrerai tout à l'heure. Effectivement, on voit le fameux truc en question. Vous pouvez trouver le même sur Wikipédia. Tapez Marie Corelli sur Wikipédia et vous allez trouver le dessin, si vous êtes impatient de le voir. Alors, c'est ici l'idée de fins multiples que le lecteur peut choisir. En 1930, Doris Webster et Mary Alden Hopkins écrivent un livre à choix multiples intitulé Consider the Consequences. Cet ouvrage est déjà présenté comme un jeu. L'idée du livre à plusieurs lectures a été mentionnée par Jorge Luis Borges en 1941 dans ses nouvelles Le Jardin scientifique qui bifurque et examen de l'œuvre d'Herbert Quint du recueil Fiction. Donc là, on a vraiment une entrée en matière hyper bourrine, enfin, je veux dire, hyper. On a été prendre les trucs, et puis voilà, Marie Corelli, c'est vraiment le machin.
que personne ne connaît. On en avait parlé dans une vidéo précédente, il y a un bout de temps. Ouais, c'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir, ouais. Après, comme je disais, c'est difficile d'établir des liens d'un livre à l'autre, donc d'un point de vue historique. Donc voilà, voilà, on va dire que autant ne pas en parler si c'est pour dire seulement, c'est juste pour énumérer quoi. Alors, mais le concepteur des livres-jeux est probablement Edward Packard, un diplômé de Princeton, qui déclare avoir eu l'idée de livres écrits à la seconde personne, le vous, le you quoi plutôt, hein, en cherchant des histoires à raconter à ses enfants lorsqu'il était l'heure pour eux d'aller au lit. En 1969, il écrit un premier livre interactif, Sugarcane Island, dont vous voyez une des couvertures ultérieures ici à l'écran. Il s'agit ici du numéro 62 de la collection Choose Your Own Adventure. Qui ne sera édité qu'en 76 par Vermont Crossroads Press, etc. Blablabla. Oui, on a vu ça un millier de fois. Ce sera le premier titre de la série Adventures of You, oui, de Era Montgomery, cofondateur de Vermont Crossroads Press. Il écrit un second tome, Journée Under the Sea, en 77. Montgomery signe ensuite un contrat avec Bantam pour une série de 10 livres, intitulée Choose Your Own Adventure. C'est la grande épopée des Choose Your Own Adventure. Pour ceux qui découvriraient vraiment le concept et qui ne savent pas de quoi on parle, les Choose Your Own Adventure, c'est l'équivalent en termes de popularité des livres dont vous êtes le héros, mais aux États-Unis. Voilà, c'est leur enseigne, type, quand on leur parle de livre-jeu, c'est Choose Your Own Adventure qu'ils voient. Et c'est un type d'aventure où il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de règles particulières, si ce n'est celle de la lecture non linéaire et des choix de paragraphes. Voilà. Blablabla, et là c'est de l'énumération. Cave of Time, le premier tome en 79. Ok, ce sont les débuts d'une série à la longévité exceptionnelle. Elle vivra près de 20 ans. Ça vit toujours en fait. Son dernier livre, paru en 1998, sera le 184e paru. Ouais, en fait, depuis, il y a eu des. Enfin, là, il y a un plantage pour moi, il y a une faute. C'est pas bon. Dans le premier podcast dont vous êtes le héros. Ah, les podcasts dont vous êtes le héros, ça, on en parle pas souvent, ça. Enfin, nous, en tout cas. Xav et Jerry discutent les origines des livres dont vous êtes le héros, mais aussi du concept du progressive learning. Ah, le progressive learning, créé par Skinner, la psychologie comportementale, et l'inspiration de Gary Gygax avec Donjons et Dragons. Ouh là là, mélanger Skinner et Donjons et Dragons, attention, attention, attention. Nous vous conseillons son écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur les origines de ce concept, c'est mieux que de faire la recherche soi-même et d'expliquer un brin, évidemment. Ok. Donc là, on voit une photo Wikipédia, enfin une représentation, on dirait un petit médaillon. Ça vient de Wikipédia, je le reconnais, il me semble. La Marie Corelli, nom de plume de Marie Mackay. Voilà. Vraiment autrice de science-fiction hein, de son époque, c'est-à-dire fin 19e siècle, début 20e. Ok. L'âge d'or, les livres dont vous êtes le héros. Ok, on fait des bonds très très hauts. Là. Enfin, on saute rapidement. Ok, de la préhistoire à l'âge d'or. Ça c'est marrant. D'abord, dans la préhistoire, si j'ai bien compris. Je crois que c'est ça. La préhistoire, c'est ça. C'est la préhistoire. Et puis donc, et puis c'est l'âge d'or. Donc on est direct de la préhistoire à l'âge d'or. En termes de développement, il y a un truc qui me choque, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Un livre dont vous êtes le héros est un nom déposé par Gallimard dans sa collection Folio Junior. Il s'agit en réalité d'une traduction de plusieurs séries de livres rassemblés sous une même collection. Nous y reviendrons un peu plus loin. Tout commence en 82 quand Steve Jackson et Ian Livingstone publient aux éditions Penguin Books The Warlock of Firetop Mountains, initialement intitulé The Magic Quest. Le livre est richement illustré, mais qui s'appelle le Magic Quest, je veux dire, on s'en fout si c'est juste pour l'énumérer, je veux dire, si ça n'apporte rien à l'histoire. Il sera traduit en français par Gallimard 83, Sorcier de la Montagne de Feu, tout le monde sait ça. Un livre avec de nombreux paragraphes numérotés, c'est assez surprenant, mais on en comprend rapidement le principe. Il s'agit bien d'un jeu de rôle à jouer en solitaire. Ça, c'est vite dit, mais effectivement, il y a de l'idée. Ce premier livre rencontre un franc succès, si bien que d'autres livres suivront. Le jeu de rôle et le médiéval fantastique auront connu leur âge d'or dans les années 80, et si on a lu Raphaël Lucas, on apprendra aussi la cadence effrénée avec laquelle il devait écrire ces livres-là à l'époque. C'était assez fou, c'était assez fulgurant, le succès que ça a eu. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de jeu de rôle, je vous renvoie à notre projet
Ok, c'est une référence interne. Le cinéma contribuera grandement à populariser le genre avec l'adaptation de Conan le Barbare, Dark l'Invincible, Dark Crystal. Ça me rappelle mon propre article que j'avais écrit il y a super longtemps pour la feuille d'aventure et où je l'avais lu avec vous. J'avais dit, oh là putain, qu'est-ce que j'ai étalé ma culture à ce moment-là. Même principe, sauf que j'ai étalé encore plus de titres, mais voilà. Pas très utile, mais ok. Dès 1983, l'idée de faire évoluer le héros à travers plusieurs aventures prenait naissance grâce à Steve Jackson et sa série Sorcellerie. Très rapidement, d'autres auteurs viendront enrichir les règles avec de l'aventure et les combats plus réalistes. C'est Joe Dever qui sortira en 84 sa première saga avec Loup Solitaire, permettant une progression réelle du personnage, mais c'est J.H. Brennan, à qui l'on doit la quête du Graal, qui va mettre en place l'idée des points d'expérience. La tornade d'idées qui se met très mal. J'avais oublié que c'était quand même un peu bancal sur certains aspects. Enfin bon, il y a une volonté de faire je sais pas si ces éléments-là sont fruits d'une recherche véritable ou bien si on a été lire d'autres articles et qu'on a repris un peu la même. Voilà, parce que ça me rappelle mon propre article. En fait. Si ça se trouve, tomber dessus, quoi, je sais pas. Mais bon, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Parce qu'il est aussi en ligne sur le Literaction. Il est repris directement sur le site la partie explication, quoi, sur le livre-jeu. Mais, euh, mais ouais, enfin, ouais. On s'en fout des points d'expérience en vérité, parce qu'il y a quasiment que J.H. Brennan qui va jouer avec les points d'expérience, et le reste, je veux dire, ça n'influence pas, ça n'a aucun impact sur le devenir des livres dont vous êtes le héros. Hein, surtout que nous, c'est vrai qu'en France, enfin en France, moi je suis pas français, mais bon, en francophonie, on va dire, on a tendance à avoir une grille de lecture qui se limite au livre dont vous êtes le héros de Gallimard à la collection, dans le sens où on avait toutes les collections, toutes les séries dans la même collection, pour beaucoup. Tandis qu'en Angleterre, ça sortait plic-ploc chez un éditeur, chez un autre. Et Gallimard, lui, il avait tout attrapé et tout édité sous sa propre enseigne. Mais en vérité, il n'y a aucun lien entre les séries. Donc, je veux dire, en faire une histoire évolutive en tant que telle, intrinsèquement, j'ai envie de dire, ça n'a pas spécialement du sens. C'est bien d'établir une chronologie, de dire, oui, à ce moment-là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais le problème, c'est que ça n'a strictement, dans ce cas-ci, aucun impact sur la suite. Que J.H. Brennan mette des points d'expérience en 84, ça ne veut pas dire qu'en 86, en 89 et en 90, il y avait des points d'expérience partout. Donc il n'y a aucun lien. Assez rapidement, les univers se multiplient et plusieurs genres sont explorés. Mark Smith et Jamie Thompson, 85-86, mettre en place la conceptualisation des livres-jeux permettant de jouer à deux. Ok. Ça, par contre, à la limite, ouais, ça a peut-être donné la puce à l'oreille à d'autres éditeurs. Gallimard lui-même, d'ailleurs, doit faire des expériences de joueurs multiples. L'idée sous-jacente, c'est de permettre à deux joueurs de progresser simultanément, individuellement, blablabla. Ce système sera rapidement exploité par d'autres auteurs, notamment Steve Jackson. Voilà. Donc là, c'est bien de dire que le concept a été exploité par les autres. En France, l'éditeur Gallimard a quasiment regroupé toutes les séries étrangères dans une même collection, je viens d'en parler, alors qu'elles étaient éditées chez des éditeurs différents et parfois concurrents. Donc en fait, elle le sait, mais elle ne s'en sert pas dans son raisonnement. Le fait qu'il s'agit d'un gros éditeur, d'utiliser les mêmes traducteurs et illustrateurs et d'inonder le marché avec un très grand nombre d'ouvrages a donné une lisibilité dans le monde francophone sans équivalent ailleurs. C'est vrai. Dans l'ensemble, il y a eu peu d'auteurs français. Bah, ça c'est relatif, hein. Peu d'auteurs. Enfin, si on les énumère tous, je sais pas s'il y en a vraiment eu peu que ça. Chez Gallimard, oui, effectivement. Mais bon, faut compter le reste aussi. Un peu plus tard, nous verrons arriver les histoires à jouer, les éditions Presse Pocket, entre 86 et 88. Une série de 34 livres-jeux historiques écrits par des auteurs français. Mais il n'y avait pas que les historiques, hein. Il y avait aussi les Sherlock Holmes, tout ça, il me semble. Chez Hachette, on trouve plusieurs séries de Doug Headline. Entre parenthèses, Tristan, Jean Manchette. Oui, parce qu'il y avait pas mal qui utilisaient des pseudos, comme Jean-François Ménard avec le pseudo James Campbell, il y en avait quand même plusieurs. Toujours avec cette idée de camoufler l'identité francophone avec un pseudo qui sonnait américain ou anglais plutôt, parce que la plupart des auteurs célèbres étant anglais, bah ça vendait mieux probablement. De bonne qualité mais inachevé, ok. Ok.
L'ère des passionnés les AVH, ah bah ça c'est bien au moins d'en parler parce que c'est vrai que c'est pas courant, c'est pas toujours. D'ailleurs, c'est ce qu'on a beaucoup reproché à Raphaël Lucas dans son bouquin, de ne pas avoir mis l'accent assez bien sur le revival et le retour en force, enfin, bah, l'ère des AVH, comme c'est bien dit, là, l'ère des passionnés les AVH, je trouve que c'est assez pertinent comme titre. En France, le livre-jeu amateur se nomme AVH, aventure dont vous êtes le héros, bien que l'on puisse trouver le sigle ADVELH également. Ok. Le nombre de titres disponibles est tout simplement gigantesque. Ce n'est pas de France que tout est parti, mais de nos cousins québécois, Stéphane Bilodeau et Martin Charbonneau, surtout Martin Charbonneau, connu sous le nom de Oiseau. Stéphane est un passionné de la première heure, de jeux de rôle et de livres-jeux, et son premier livre interactif date de 2005. Il a ensuite commencé à collaborer avec Martin, oui, Charbonneau, pour donner naissance à la collection À vous de jouer. Ouais, mais ça, c'était bien plus tard. Charbonneau, il avait déjà Xoromag à son actif. Il avait un site, c'est Xoromag. Il avait des dizaines d'aventures en ligne écrites par lui tout seul, quoi. Il a développé tout son univers. Il avait écrit des séries entières. Je sais même pas si ces séries sont encore disponibles aujourd'hui intégralement sur le web. Le ADVLH, c'est le nom de l'application. Oui, si, si. Tout à fait, tout à fait. On utilise exclusivement le cycle AVH, me semble-t-il. Enfin, t'en sais autant que moi, JB, sur le sujet. Donc, n'hésite pas à apporter des compléments d'information. Salut Danou, j'ai loupé ton entrée. Euh, N'hésite pas à apporter des compléments d'information et dis-moi si je me trompe. Moi, j'avais souvenir que bon, le site Xoromag, on l'a tous connu. Mais maintenant, le Xoromag, le site, il n'existe plus. Il y avait eu le transfert, la migration de beaucoup d'œuvres sur l'interaction. Mais je ne sais pas si l'intégralité de la collection Xoromag a été transposée sur l'interaction. Tu as la réponse à la question, toi. Maintenant, il suffirait d'aller voir sur l'interaction si le site fonctionne, parce que régulièrement, ces derniers temps, il ne fonctionne plus. Mais donc là, je le vois. Je peux vous l'afficher à l'écran si vous voulez, comme ça, je vous mets pas un vide en regardant. Ça vaut la peine d'aller regarder comme cela. Capture. L'interaction, bah oui, voilà, le site d'interaction. Lire et jouer, les récits interactifs. Bah, ouais. Si j'écris comme titre, un moteur de recherche, c'est bien fait, hein. Si j'écris Xoro Mag, qu'est-ce que je vais avoir? C'est pas dans le titre. Non, c'est série en fait. Ouais, ouais dans le titre, c'est plutôt en série. Est-ce que déjà, voilà, je tombe dessus? Ah, Xoromag hors série. Bon, moi, je vois Xoromag hors série, mais par contre, oui, quoi, faut faire. Et comment est-ce que je valide ma. Ah oui, rechercher, ok. Il y a que des hors-série, mais en plus, ils sont même pas tous de. Ouais, The Oiseau, c'est lui. Ouais, bah en fait, manifestement, bah, moi je les vois pas. Je sais pas si tu sais en dire plus, JB, tu sais pas non plus. Moi je ne les vois pas. J'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment là. Faudrait demander sur le forum en fait, sur le forum rendez-vous 1. Mais bon, voilà, vous avez vu, petite parenthèse, le site L'Interaction, n'hésitez pas, l'interaction.fr, n'hésitez pas à aller dessus. C'est là où vous aurez aussi toutes les infos sur le Yastromo, le concours Yastromo, le mini Yast, tout ça. Et pour télécharger toutes les aventures, pour les lire, c'est là-bas que ça se passe. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. C'est terminé pour la petite parenthèse. Donc l'ère des passionnés. L'heure avance, il est déjà vachement tard, quoi. Ok, je crois que je vais faire un bond dans l'article. On va peut-être zapper une partie qu'on maîtrise déjà assez bien pour aller directement dans la partie peut-être jeux vidéo. Je comprends pas comment le temps passe si vite. En France, le livre-jeu amateur se nomme AVH, donc ça on l'a vu. Ok. Ok, la série Ada. Je vous en montre un. J'arrive. La série Ada. Qui est là, voilà, voilà, voilà. Voilà, on parle de ceci. Voilà. À vous de jouer de Stéphane Bilodeau et ici en l'occurrence c'est Rémi Hureau avec les dessins de Mylène Villeneuve que j'aime beaucoup personnellement. Moi, je trouve ça c'est des illustrations assez qualitatives on va dire. Voilà. Plus dans les ombrages que dans un côté un peu clair-obscur plutôt que noir et blanc vraiment. Soit. Et alors, ouais, Dexoromag, voilà, il a eu très très peu édité.
par rapport à la quantité incroyable qui était disponible sur le web, ça n'a pas eu beaucoup de succès, malheureusement. Très, très, très malheureusement, donc chez le même éditeur, Ada. Très malheureusement parce que voilà, franchement, c'est un auteur, je veux dire, il mettait du cœur et je pense il a un peu déserté les espaces web euh, du fait un peu d'un manque de reconnaissance, quoi. Enfin, c'est un peu mon avis, mais bon. Mais je le comprends, comment on va dire, je le soutiens dans sa déception. Oiseau avait eu une phase compliquée il y a quelques années. Je me demande s'il n'a pas renié une partie de son œuvre, mais je ne peux pas m'avancer. Ça ne me surprendrait pas. Ça ne me surprendrait pas. Manque de succès à l'origine de la phase compliquée que je mentionne. On se rejoint, JB, sur l'analyse. Voilà, c'est sympa pour vous qui connaissez peut-être un peu moins cette époque-là, des AVH. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur cette époque hein, à des personnes comme JB ou à moi. Voilà, je ne vais pas dire qu'on connaît tout, mais en tout cas, on a une mémoire à partager sur le sujet. Donc à ça s'ajoute un forum au sein duquel ont été publiées des aventures amateurs inspirées de cet univers, puis rapidement, les aventures de nombreux autres auteurs sur des thématiques et univers différents. Devant le succès rencontré, le forum a été fermé pour donner naissance à l'interaction, devenue en peu de temps le site de référence des auteurs passionnés de livres-jeux amateurs en français. C'est presque ça, on va dire, le succès, mais peut-être le succès. C'est vrai qu'il y a eu un engouement sur les AVH, mais pas sur Xoromag, pas spécifiquement. Et à l'époque de 2005, hein, enfin de 2004, 2004-2005, il y a vraiment eu un gros engouement sur les AVH. Et effectivement, il fallait un endroit pour les héberger. Et à un moment donné, la solution de Xoromag, les aventures étaient hébergées aussi sur Xoromag. Ça n'allait plus. Et effectivement, il fallait imaginer autre chose. Voilà. Mais hélas, le site de Xoromag n'a pas survécu. C'est très dommage. Donc, référence des auteurs et passionnés de livres-jeux amateurs en français. Deux concours ont même été proposés chaque année. On vient d'en parler, le Yaz, le mini-Yaz, dédié aux livres-jeux amateurs et l'autre, voilà, c'est ça. Ok. Une fois l'aventure publiée sur le site, les votes, ok. Je ne vais pas vous faire l'histoire des votes, tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir directement sur la taverne, sur Rendez-vous 1. Voilà, lisez le petit paragraphe ici en un clin d'œil que je vous affiche à l'écran. Hein. Mais voilà, il faut avancer, l'heure avance, et je vais peut-être me concentrer sur des choses intéressantes. Les livres-jeux de nos jours, ok, ici on voit la forteresse du Chaudron Noir, hein, qui est dans ma bibliothèque aussi. On voit l'édition au bord de l'abîme, dans Le Solitaire Tardif rédigé par Ben Dever, si je m'abuse, qui est le fils de Joe Dever, et Vincent Lazzari, qui fait partie notamment de l'association Scriptarium, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Donc, de nos jours, voilà, depuis quelques années, il y a un véritable regain d'intérêt des éditeurs pour les récits interactifs et les livres-jeux, tant et si bien qu'il serait difficile de tous les lister. Effectivement, c'est vrai que ça pleut un peu dans tous les sens. Euh, voilà, contribuer, proposer des suites qui n'avaient pas encore été traduites, comme Au bord de l'abîme, c'est ce qu'on vient de faire ici, le 30e tome de la série Loup solitaire, voilà. Poseidonia a traduit les Press Pocket, pas traduit, a réédité les Press Pocket, ok, on en a parlé assez. On cite aussi Plongée sur Lied de Loïc Richard, d'accord. La forteresse du chaudron noir ici du youtubeur Bob Lennon. Hein. Among Us, hein, je l'ai aussi. L'histoire de tout l'héros ou l'escroc. 404 éditions, voilà, plusieurs livres-jeux comme Andy Rowski, hein, La croisière de l'enfer et tout ça. Je crois que Danou en a fait. Euh, L'hiver des hommes, ouais, Alconost, bah ok, on cite tous les éditeurs, mais c'est bien, il faut le faire. Hein, voilà. C'est pas que je m'ennuie en le lisant parce que je me dis que l'heure avance et bon, on sait tout ça, quoi. Les éditeurs, Alconost, Scriptarium comme auxiliaire, on va dire, des rééditions de Gallimard. Euh, 404 éditions. Et les initiatives personnelles comme Bob Lennon. Ok. Alors, voilà, édité par Romeo, ok. Eldercraft, oui, avec le Cthulhu et des espèces de jeux de rôle. Je sais pas si vous avez déjà vu Eldercraft, c'est un coffret avec un bouquin, une petite boîte avec des dés, des petits accessoires, quoi. En fait, ça fait jeu de rôle, livre-jeu et expérience ludique à plusieurs. Donc, en fait, on peut soit le faire comme un jeu de rôle avec un maître de jeu classique, etc. Soit comme un livre-jeu tout seul, soit un peu comme un truc hybride, un livre-jeu à plusieurs, un machin comme ça. Voilà, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, mais c'est ça l'idée.
Citons également le livre de 2021, L'Odyssée de l'espèce d'Edouard Chuteau, en auto-édition, professeur d'école qui s'est lancé dans un livre jeu éducatif sur l'évolution des espèces en laissant le lecteur incarner différents types de créatures tout au long de son aventure. Et chaque fois, on a un lien hypertexte qui mène vers la source. Ça, c'est bien. Les autres formes, ok, bah ici on va voir les BD de Makaka et les escape books. Hein. Le livre-jeu possède par ailleurs des déclinaisons. Il n'est pas possible de tous les répertorier. Et, je ne vais vous donner que quelques exemples. Alors là, on a les escape games qui proposent un mode d'aventure avec de nombreuses énigmes. Voilà, des éditeurs Mango, j'en ai quelques-uns. Euh, Sur les traces des pyramides, ok. Le principe est le même que dans un escape game, blablabla, ok, d'accord. Les BD dont vous êtes le héros, ok. Ça, on connaît. Hein. Euh, Voilà, le principe reste le même que le LDVELH, il est plus subtil, avec le numéro de chapitre correspondant situant dans l'image. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé les BD de chez Makaka, mais en fait, pour vous orienter, pour naviguer dans l'histoire, en fait, les numéros de paragraphes sont mis sur des directions. Par exemple, il y a une porte qu'on peut prendre, ou un passage, ou quoi, et le numéro est écrit, et donc le numéro correspond à une case. Donc vous allez de case en case, comme ça, selon le même principe de standard de la lecture non linéaire, donc en changeant de paragraphe. Mais parfois, vous avez des paragraphes qui sont planqués dans le décor, qui sont fondus dans l'image, qui font figure d'indices comme ça, notamment, ouais, moi j'ai souvenir de Captive, de notre ami qui a 36 noms différents, Emmanuel Quérault, qui est venu d'ailleurs nous faire coucou quand on a joué son AVH, hein, du sang sous les vignes. Et donc voilà, parfois les paragraphes sont vraiment tout petits, ou alors planqués dans le décor, et il faut vraiment avoir l'œil dessus, limite la loupe, pour les voir, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, voilà. Donc La forêt maudite d'Olivier, j'ai 404 éditions, d'Olivier McNeil, ok. Le film interactif peut se percevoir de deux façons, à la fois comme un film à branches multiples. Qu'est-ce que ça veut dire ça, un film à branches multiples? Où le spectateur peut faire certains choix, et comme jeu vidéo essentiellement composé de scènes cinématiques, ok. On se rappellera les CDI, compact disque interactif, lui par une console de jeux vidéo, et lecteur multimédia conçu par Philips, Sony et Matsushita. Voilà, là, voilà moi, j'aurais pas eu l'idée, je ne savais pas, voilà, compact disque interactif, j'avais pas le terme. Donc, c'est bien d'avoir des passionnés de jeux vidéo qui vont inclure ces données-là dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire du livre-jeu. Parce que, voilà, en tant que simple lecteur ou jouclineur de livre-jeu, on ne va pas nécessairement penser à ça si on n'est pas bercé soi-même dans le jeu vidéo. Donc voilà, pour imposer un nouveau standard multimédia, concept très en vogue depuis le début de l'année 91. Cependant, vu par le grand public comme une console de jeu, le format CDI s'avère être un échec commercial. Et on montre ici, je crois qu'on montre la Philips CDI 910 Video Game Console. Je ne connaissais absolument pas ce truc. Donc voilà, si vous ne connaissez pas non plus, voici la Philips CDI 910. Un échec commercial, donc ça ne me surprend pas. Le côté interactif sera de nouveau possible dans les DVD Blu-ray. Bah, à partir du moment où on est dans l'ère du jeu vidéo, les années 90, mais qu'on essaye de sortir une espèce de pseudo récit à choix multiples sur support CD, c'est forcément ça fonctionne pas. Ça n'a pas d'intérêt. On peut citer le jeu de société Zenith, des petits jeux présents sur les DVD de films pour enfants, comme la série de films Harry Potter ou Lara Croft, dans The Action Adventure, un film interactif offert avec le jeu vidéo Tomb Raider. Ouais. Bah, c'est bien, tous ces petits trucs, on n'a pas nécessairement connaissance. Il y a un screenshot ici, on voit le dialogue, enfin la consigne, quoi. Search, ouais, ouvrir la porte ou bien rechercher en cliquant sur la flèche du haut, la flèche de gauche pour faire ouvrir la porte ou rechercher. C'est comme un point and, enfin, c'est pas un point and click, j'ai peut-être pas les bons mots, mais c'est un récit à choix multiple sur support informatique, quoi. Alors, je vous conseille les BD scénarisés par Manuro. Ah oui, bah tu rebondis sur ce que j'ai avec Captive. Manuro, c'est son pseudo. Emmanuel Quero, c'est son pseudo chez Makaka, c'est Manuro, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est tout excellente. Voilà, la Nuit des Morts Vivants, grâce à une page juridique, à une version interactive sur YouTube pour les curieux. Ok.
Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Genre secondaire auprès des cinéphiles et des joueurs, le film interactif trouve désormais un second souffle sur les plateformes digitales avec en première ligne Netflix, son projet Black Mirror, ok, Bandersnatch. On en a aussi un peu parlé, on a fait un stream rien que sur les adaptations, enfin pas les adaptations, mais les tentatives de séries interactives. Certains ont tenté l'aventure de YouTube avec des vidéos interactives, effectivement, où l'on peut choisir sa prochaine action de joueur. Pardon, il y a encore un screenshot ici. Film interactif La Plume Noire, auquel on peut jouer sur YouTube en 3 saisons. Vraiment à l'ancienne, comme un peu un vieux jeu vidéo, quoi. Avec tout en pixels, ça a l'air pas mal. Enfin, ça a l'air nostalgique, quoi, pour ceux qui aiment. Netflix Black Mirror, là, voilà, on a l'affiche, la présentation sur Netflix. Propose plusieurs films interactifs, Johnny Test, Enquête de la recette parfaite, Escape the Undertaker, UVS Wild, Gardons la tête froide, Les membres de l'apocalypse vivent la fin du monde, sauf qu'il peut un film UVS Wild, ok. Wild, c'est pas Wild, c'est Wild peut-être. Wild, c'est quand il y a un E à la fin. euh, Spirit au galop en route, en toute liberté, rejoint l'aventure. Baby Boss, tout sur bébé, ok. Unbreakable Kimmy Schmidt, Black Mirror Bandersnatch et Minecraft mode histoire. On avait cité une bonne partie lors de notre séance sur le sujet, mais effectivement, il me semble qu'il y a des titres qu'on n'avait pas cités et je ne m'étais pas rendu compte qu'ils étaient listés ici, page 27 du dossier. Donc, c'est intéressant d'avoir ça sous la main. Voilà, il y a un petit travail ici de listage. Et dans ce cas-ci, le listage, c'est bien. Lister pour lister, c'est bien quand c'est pas énuméré dans le propos, dans le discours pour endormir le lecteur. Mais ici, c'est une liste, voilà, c'est bien. Euh, Ça remplit son office. Si vous me permettez, je vais me moucher parce que comme je vous le dis, je suis un peu malade, j'ai le nez qui coule. Vous allez m'entendre jouer de la trompette. Ouais. Alors, dans le jeu vidéo, ce type de jeu est très proche d'un livre-jeu, à ceci près qu'il fonctionne sur un ordinateur et qu'il ne nécessite ni d'utiliser un crayon pour modifier ses caractéristiques, ni d'une paire de dés pour simuler le hasard. Ces jeux sont apparus très tôt avec l'arrivée des premiers ordinateurs personnels, un peu plus tôt que les LDV-ELH. Dans un livre-jeu, le joueur doit choisir entre quelques actions guidées et qui renvoient directement à un chapitre. Les jeux d'aventure ouvrent de nouvelles possibilités car ils invitent le joueur à réaliser des actions par la construction de phrases comme regarde l'arbre, prends la clé ou ouvre la porte. Il est possible d'interroger l'ordinateur sur l'état de son inventaire ou de lancer quelques commandes spécifiques. Bah, là, on est clairement dans le jeu d'aventure à l'ancienne. Voilà, comme ici, on a une des jaquettes de Adventure. Voilà, un jeu vidéo développé par Warren Robinette et édité par Atari. Voilà, ce n'est pas un jeu textuel, mais pas totalement graphique non plus, à vous de juger. Ok. Donc il y a les jeux textuels, ça on a vu avec l'extrait lu de Raphaël Lucas. Le jeu textuel, énorme influence sur l'histoire du livre-jeu et inversement. Là, c'est vraiment deux secteurs qui se sont influencés l'un l'autre dans les années 70. Donc là, on parle de jeu d'aventure, on le distingue du jeu textuel. Voilà. Je sais pas quel est le pas quelle est la distinction ici dans la tête de la personne qui écrit. Adventure est un jeu vidéo à développer, je viens de le lire, blablabla, c'était écrit dans la légende, sorti en 79 sur console Atari 2060, considéré comme le premier jeu d'action-aventure. Donc c'est un jeu d'action-aventure. Le jeu d'aventure textuel va donc un peu plus loin que le livre-jeu dans l'interactivité et l'immersion. C'est un peu dommage qu'on ne fasse pas allusion au jeu textuel d'avant, parce que ça fait partie c'est dans la partie préhistoire du livre-jeu, c'est un peu sur ça qu'il fallait mettre l'accent. C'est un peu dommage. Mystery House, sorti en 80 sur Apple II, est le premier jeu d'aventure graphique. Progressivement, on verra apparaître le jeu d'aventure en point and click avec de grands acteurs américains comme LucasArts ou Sierra Online. Ok. Ça en dit pas grand-chose sur les points de comparaison, c'est un peu dommage. Plus récemment, le jeu d'aventure textuel revient sur mobile avec des jeux comme Lifeline, l'histoire interactive, captivante d'un sauvetage impossible. Après un atterrissage en catastrophe, Taylor se retrouve échoué sur la lune d'une exoplanète. Ici, on a des images de Mystery House, la jaquette.
qui est beaucoup plus joli que l'intérieur, qui on dirait un dessin fait à la craie sur un tableau noir. Ok. Et on voit la possibilité, donc on a un texte, une image en fait, un texte et une possibilité d'entrer une commande soi-même pour, je suppose, accéder à la suite de l'aventure. Un screenshot de Lifeline, l'histoire interactive avec choix multiples d'un sauvetage impossible. Voilà, une aventure de science-fiction écrite par Dave Justus, fonctionne sur smartphone et Windows, macOS. Ok. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? JB, t'as retrouvé une vidéo YouTube, ok. Pourrait faire l'objet d'une future session Twitch, ça. Ouais, on va aller voir ça. Ronan, il existe des histoires de manga faites de la même façon, ouais. En audiobook, ok. Ouais, il y a flopé de trucs différents, de variations. Alors, le reste de l'équipage est mort, ok, ça c'est toujours l'histoire de Lifeline, hein. Le reste de l'équipage est mort ou a disparu, Taylor ne peut plus communiquer avec vous. Alors il vous envoie des SMS qui arrivent sur votre smartphone au travers de l'interface du jeu et vous devez lui répondre pour lui porter secours et conseils. Je suis surpris que ce type de gameplay n'ait pas existé depuis plus longtemps parce que bon, utiliser le SMS dans le gameplay, c'est vrai que c'est un truc qui aurait pu être inventé plus tôt, mais il y a peut-être plus de facilité aujourd'hui. Et bon, ça se voit aussi dans le jeu de rôle, parce qu'on avait vu, on en avait légèrement parlé de Alice is Missing, je pense, si je me rappelle bien. C'est une espèce de jeu de rôle muet qui se joue par écrit, en fait, et qui se joue par SMS. Le concept de temps réel est ici exploité, puisqu'il vous faudra attendre parfois plusieurs heures avant de recevoir des nouvelles de ce cher Taylor, à moins qu'il ne soit mort par votre faute. Ok, bon. Le visual novel ou roman vidéo ludique. Là, on a une illustration type manga, hein, type animé. C'est très japonais, le visual novel. Hein. Propose des fonctionnalités similaires au livre-jeu, mais apporte le côté multimédia en offrant images, son, voix et musique. La plupart du temps, il s'agit juste d'une histoire interactive, mais certaines peuvent proposer des fonctionnalités proches des jeux de rôle avec la gestion d'un inventaire. Il parle de jeux de rôle vidéo, à mon avis, parce qu'avec la gestion d'un inventaire, l'évolution des caractéristiques des personnages et des phases de combat. Au Japon, les visual novels et leurs personnages kawaii, mignons, hein, sont considérés comme des jeux d'aventure à part entière et ils sont légion. La grande majorité des visual novels est réalisée par des amateurs ou semi-professionnels dotés d'un faible budget, même s'il existe toutefois des développeurs professionnels comme Nitroplus, Nitroplus Edge ou bien le studio Key. Je n'irai pas plus loin dans les explications puisque nous vous proposerons prochainement un dossier dans le magazine sous la forme d'un tutoriel et qui vous préparera à un projet dont nous avons commencé à discuter sur le Discord. Ok, je ne sais pas de quoi il s'agit. Projet collaboratif. Il n'est pas nécessaire d'avoir une compétence en graphisme ou en programmation pour participer. Chaque participant pourra dérouler une branche du scénario. Ça fait quand même un moment que le numéro est sorti, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si ça a évolué. En fait, voilà, moi je suis arrivé au bout de l'article. J'ai un peu accéléré la cadence, mais pas tant que ça finalement, sur des passages que, bon, voilà, des passages, Macaca, tout ça, voilà, sur la partie éditoriale, voilà, où avec l'énumération des éditeurs, on a un petit peu, voilà, j'ai massacré un peu 2 pages où on a été à l'essentiel. Mais voilà, j'ai lu ce que j'avais envie de lire. Et en fait, bon, il y a des lacunes. Il y a des lacunes, ça manque d'un fil rouge, ça manque d'une véritable recherche, euh, d'une prise de conscience de la timeline, en fait, de l'histoire, vraiment de l'évolution du livre-jeu. Parce que ici, voilà, il suffit pas de présenter, à un moment donné, il y a eu des livres, et puis il y a eu des consoles, et puis un jour, il y aura des immersions 3D, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est plus difficile de mettre en lien les imbrications entre les différents médias d'un point de vue historique de Révolution. Ça, jusque-là, Raphaël Lucas le fait assez bien. Si vous avez l'occasion de lire ou d'aller voir le stream qu'on avait fait, vous pouvez aller le voir sur YouTube, sur sur les RPG, l'extrait du livre L'histoire des RPG. Vous pouvez retrouver ça. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Là, il parlera vraiment de ces connexions, de ces interconnexions entre l'émergence du livre-jeu et l'émergence du jeu textuel.
Mais ici, ce qui est intéressant, voilà, c'est d'avoir des plateformes mentionnées comme la Philips CDI ou quoi, d'avoir des trucs un peu qui sortent un peu du lot. Voilà. Mais effectivement, ça manque peut-être un peu de liaison. Hein, Bon. Mais voilà, c'était déjà un peu mieux, je trouvais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve déjà mieux que celui sur la mécanique qui était complètement à côté de son concept. Vraiment, l'article sur la mécanique qu'on a lu la semaine dernière, il était à côté, mais à côté de la plaque. Ouais, mais ici, bon, il y a des lacunes, parce que probablement, voilà, l'autrice le dit tout de suite, c'est pas son sujet de prédilection, on lui a collé ça un peu par défi, j'ai l'impression, et bon, elle a relevé le défi, mais effectivement, elle a peut-être eu un temps très court pour arriver à s'informer. Elle a été chercher des travaux déjà existants sur le sujet, des articles que probablement nous connaissons et que nous avons sans doute lus ensemble sur la petite intro. Mais sans recul par rapport à ça. Mais voilà, pas facile, bon, pas facile de faire ça, mais je trouve que voilà, il y a des bons éléments. Tout n'est pas acheté, forcément. Euh, mais aurait sans doute mérité d'être mûri, d'être réfléchi un peu plus. Voilà, avec une meilleure, on va dire un meilleur fil conducteur qui explique un peu comment ça se fait qu'on est passé d'un cap à un autre. Entre la préhistoire et l'âge d'or, on aurait mérité d'avoir un Moyen-Âge, ou je ne sais pas, quelque chose, un entre-deux, quelque chose, voilà, pour un peu montrer vraiment l'évolution. Ici, on sent qu'on tâtonne, qu'on reprend des propos qui sont rédigés par d'autres, probablement. Je soupçonnais, je sais pas si c'est le cas, je soupçonnais qu'il y a peut-être un de mes articles, peut-être, qui a été repris ici pas dans le propos, je dis pas que c'est pas du plagiat, mais bon, c'est... voilà, on a été voir, on s'est nourri d'une idée, mais on n'a pas pris le recul nécessaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais enfin bon, c'est pas des méchancetés, c'est un constat. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je me suis un peu dépêché. En même temps, voilà, au moins il est 8h. J'ai pas besoin de rogner trop sur la partie de jeu de rôle. Je vais me remanger un Pims en attendant de vous balancer le générique. On a Sam qui s'est pris la flotte. C'est dans quel magazine, quoi C'est à moi qui pose la question, JB. L'article ici, tu veux dire? Bah, si c'est ça, en tout cas, la question, voici, je le mets. Voilà, créateur de monde, numéro 12. Tu peux le trouver en ligne pour 4,50 €. Placement de produit pour les PIMS, effectivement, ouais. Alors, alors, bah, puisque vous n'avez rien d'autre à déclarer sur le sujet, je vous remercie d'avoir assisté à la petite intro. C'était très calme, très cosy, parce que voilà, comme je dis, je suis un peu malade, donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Je vais vous balancer un petit générique.